chers amis téléspectateurs, amis auditeurs du magazine Un livre, 1000 idées. Bienvenue dans ce nouveau magazine qui aujourd'hui va parler d'un livre intéressant. Les auteurs latins, analyse et traduction des textes inscrits au programme de 4e littéraire, tome 1, Éloquence. On se pose tout de suite la question de savoir qui a écrit cet ouvrage. Eh bien, il s'agit de M. Michael Chilumba Kembo. Il est licencié en lettres de l'enseignement supérieur du degré supérieur. Il est également licencié en SIC, journalisme, en sciences de l'information et de la communication, option journalisme. Il est également licencié en didactique du département de psychologie à l'université de Lubumbashi. Vous savez qu'il est beaucoup étudié, donc il nous a pondu cet ouvrage des auteurs latins. Bonjour, Monsieur Michael. Bonjour, Jean-Marc. Monsieur Michael, aujourd'hui nous allons échanger sur le livre que vous avez écrit, Les auteurs latins, analyse et traduction des textes. Parce que le livre a un titre assez kilométrique. On se pose tout de suite la question de savoir pourquoi le choix de ce titre. Nous avons pris les titres auteurs latins pour rester dans l'idée du concepteur du programme du latin en République démocratique du Congo. Lorsque nous sommes en première littéraire et deuxième, là nous n'avons pas des auteurs. Nous n'avons pas des auteurs, nous avons des extraits des textes. Et quand nous arrivons en troisième littéraire et quatrième, troisième, cinquième, ancienne cinquième et quatrième, actuelle sixième, là nous trouvons que les programmes nous imposent un nombre d'auteurs à exploiter avec les élèves. Voilà, pour rester dans la philosophie de notre programme, c'est pourquoi nous avons intitulé les présents manuels les auteurs latins d'une part, et d'autre part, nous voulons aussi créer la différence avec des manuels publiés dans les domaines qui traitent déjà, qui ont déjà les titres comme manuel et ainsi de suite. Derrière chaque ouvrage, c'est qu'il y a toujours une motivation qui pousse l'auteur à nous pondre un texte. Et la question qu'on va poser aujourd'hui à M. Michael, c'est de savoir quelle a été votre motivation pour nous écrire ce livre, Les auteurs latins. Il y a d'abord la carence. Il y a la carence, rareté des bons manuels de latin sur les marchés. Et de deux, nous avons constaté que les programmes de latin dans notre pays, en République démocratique du Congo, est tellement vaste dans cette classe des 4e littéraires. Alors les professeurs sont butés à certains problèmes. Comme moi-même je suis professeur, vous avez 2 années, et l'année historique et l'année paire. Chaque année a un nombre de textes inscrits. Vous prenez l'année paire, vous avez 24 textes analysés avec les élèves. C'est fatigant. Et les premiers textes peuvent prendre 3 mois pour celui qui est lent. Et le deuxième texte, les autres textes peuvent prendre même 8 mois. Vous voyez déjà que ce n'est pas facile de finir ces programmes. C'est ainsi que nous avons maintenant résolu. Nous avons trouvé qu'il y a moyen de résoudre, de contourner ces problèmes. Comment contourner les problèmes? C'est en proposant une analyse, une traduction aux élèves. Comme ça, quand le professeur est en classe, les élèves ont les manuels, lui aussi à son tour il a les manuels, il vient tout simplement approfondir certaines notions. Il peut même insister sur les notions de grammaire latine oubliées par les enfants. Voilà un peu ce qui nous a poussé à écrire ces manuels. Alors, Monsieur Michael, ce tome 1 nous parle d'éloquence. Pourriez-vous dire un mot à nos chers téléspectateurs et à nos auditeurs sur l'éloquence? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Parce qu'on entend ça et là tout le monde parler d'éloquence. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur l'éloquence? Voilà. Merci beaucoup pour la question. Et avant de parler de l'éloquence, nous allons d'abord bosser le genre, expliquer sur les genres littéraires. D'une façon générale, on distingue 5 sortes de genres littéraires. Il y a le genre dramatique, genre poétique, genre lié à la prose. Nous avons le genre oratoire. C'est dans le genre oratoire qu'on retrouve l'éloquence.
L'éloquence, c'est l'art de parler, c'est-à-dire la capacité de pouvoir persuader, la capacité de pouvoir convaincre par la parole. D'une façon aussi générale, d'une façon lapidaire, on dit cinq sortes d'éloquence. Il y a l'éloquence, elle peut prendre les noms par rapport à l'endroit où elle est prononcée. Si elle est prononcée à l'église, par un pasteur, par un prêtre, à ce moment-là, on parlera de l'éloquence sacrée ou éloquence de la chair. Si elle est prononcée dans un milieu universitaire et à ce temps-là, dans une école, on parlera de l'éloquence académique. Et l'éloquence, si elle est prononcée au barreau par un avocat, elle sera appelée l'éloquence judiciaire. Donc, en un mot, l'éloquence, c'est l'art de pouvoir persuader, convaincre à partir de la parole. Vous avez votre parole, vous arrivez à convaincre à partir de la parole les gens, peut-être quelqu'un qui est candidat, les gens arrivent à voter pour lui grâce à la parole. Et nous entendons souvent des mots qui sont, on ne sait pas le dire, esproche ou parler, rhétorique, éloquence. Est-ce qu'il y a une différence? Si vous pouvez étayer un tout petit peu cette notion qui tourne deux fois l'ambiguïté dans la société, tantôt on utilise l'un à la place de l'autre. Oui, nous pouvons dire qu'il y a une petite différence entre l'éloquence et la rhétorique. Comme je viens de le dire tout à l'heure là, l'éloquence, c'est l'art de persuader par la parole, pendant que la rhétorique, qui est d'abord définie par un grand orateur latin, Quintulien, qui l'a défini comme ars benedicendi, qui veut dire l'art de bien dire. La rhétorique plutôt vient recadrer l'éloquence. Vous pouvez être dans une famille, vous trouvez une fillette qui parle beaucoup, vous allez dire qu'elle est éloquente, mais elle n'a pas la capacité de pouvoir convaincre par la parole. Maintenant, la rhétorique en ce temps-là vient maintenant doter des techniques à cette personne qui parle beaucoup, que la personne arrive à convaincre à partir de sa parole. Voilà un peu des petites nuances, différences sur les deux termes éloquence et rhétorique. Alors, Monsieur Michael, le présent ouvrage, dans quelle catégorie est-ce qu'on peut le classer pour éviter, une fois de plus, l'ambiguïté lorsque les élèves pourront passer à la librairie pour le chercher, ou même les enseignants ou tout désireux de la littérature qui peut passer amoureux de la connaissance, qui chercherait à se procurer des livres? Oui, il y a beaucoup d'ouvrages sur les marchés, il y a des ouvrages qui traitent de la poésie, il y a des romans. Les présents ouvrages, c'est un manuel scolaire. Il est élaboré pour l'enseignement. Ce n'est pas pour comme un poème où on exprime parfois on raconte sa vie, mais le présent ouvrage est élaboré pour la formation de l'élite congolaise, la formation de nos élèves de l'option latin philo. Donc, en d'autres termes, le présent ouvrage, c'est un manuel scolaire. Et étant donné que ce livre est manuel scolaire, est-ce qu'il s'adresse seulement aux élèves de l'option latin philo? D'une manière générale, l'ouvrage s'adresse à tout lecteur en général, parce que les thèmes abordés, éloquence, oui, ça concerne tout le monde. Oui. Un chercheur peut les consulter et il va bénéficier de quelque chose dans ces manuels. D'une façon particulière, l'ouvrage s'adresse aux élèves latins philo, surtout aux élèves de la 4e littéraire, ancienne 6e. Et les titres, assez intrigants, c'est les auteurs latins. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des auteurs latins, de manière générique, même de manière particulière, des auteurs qui sont traités dans le présent ouvrage, afin que ceux qui nous suivent puissent au moins avoir une idée de qui sont les auteurs latins? Avant d'abord de toucher les auteurs qui sont analysés et étudiés dans ce présent ouvrage, nous allons un peu parler de la littérature latine. Retenez que la littérature latine a évolué en 6 périodes. La première période, c'est la période archaïque
la période archaïque, et la deuxième qui est la période de l'introduction de l'hellénisme. Vous savez, la Rome antique était une grande puissance. C'était la Rome qui dirigeait les mondes. Pendant cette période-là, la Rome était une nation forte sur les plans militaires. Alors, à cette période, c'était la Grèce qui était aussi un berceau du savoir, un berceau du savoir. C'est là où nous avons connu des grands philosophes et des grands savants. Comme la Rome dirigeait les mondes, la Rome est partie et là imposé sa domination sur la Grèce antique. En imposant sa domination sur la Grèce antique, elle a emporté quelques savants, quelques esclaves grecs à Rome. Quand ces esclaves grecs sont arrivés à Rome, ils étaient des savants, il y avait des écrivains. Ils ont amené leur littérature à Rome. Ils ont maintenant commencé à jouer cette littérature. Cette fois-là, on interprète les textes grecs en latin. La littérature n'était pas originale. C'est pendant ces deux périodes-là, quand on dit archaïque et l'introduction de l'hellénisme. Alors, lorsqu'on arrive à la troisième période, qui est appelée la période classique, ou la période de Cicéron, la littérature latine va connaître un peu une autonomie. Comment? Les écrivains comme Cicéron, les écrivains comme Sallust vont révolutionner cette littérature et elle sera totalement indépendante. Mais sur le plan littéraire, là ils ont fait évoluer cette littérature. Mais comme ils avaient leurs conflits politiques, ils ont influencé aussi cette littérature-là négativement sur le plan politique. Quand on arrive à la quatrième période, qui est la période âge d'or, ou la période impériale, cette littérature va atteindre maintenant son apogée. C'est là où nous allons connaître. J'ai oublié un fait. À l'époque classique, on a connu la pluralité des prosateurs que des poètes. Pendant cette période, il y avait beaucoup de prosateurs, pendant qu'il y avait moins de poètes. Les grands poètes de cette période-là, c'est Lucrèce, qui a écrit De Natura Rerum. Alors, quand on arrive à l'époque de l'âge d'or, c'est le contraire de l'époque classique. À l'époque classique, on avait beaucoup de prosateurs, peu de poètes, mais quand on arrive à l'époque d'Auguste ou âge d'or, là on va connaître beaucoup de poètes, peu de prosateurs. Les grands poètes de cette période, nous pouvons citer Virgile, Horace, ce sont des grands poètes de cette période. Et les prosateurs, c'est Tite-Live. Et à l'époque d'Auguste, la littérature latine sera autonome. Autonome, et les écrivains auront leur statut pendant cette période. Là, on arrive à l'époque impériale, l'époque des empereurs. Là, Rome est en train d'imposer toujours sa domination comme c'était une grande puissance. Et là, on va connaître aussi des écrivains comme Tacite. Et on arrive à l'époque, la dernière, qui est la décadence. À l'époque de la décadence, on va voir, il y a la naissance, l'apparition d'une nouvelle littérature qui est la littérature chrétienne. Cette littérature chrétienne avec Saint-Augustin, qui est né d'abord en Afrique. Et à Tagaste, précisément à Tagaste, l'actuelle appellation de Souak, c'est une ville en Algérie. Alors, ce sont ces gens-là qui ont révolutionné la littérature de la décadence. Et on connaîtra aussi, pendant cette période, Saint Jérôme, avec la littérature chrétienne. En tout cas, très intéressant, des détails vraiment intéressants qui stimulent davantage nos amis amoureux de ces magazines et surtout les étudiants de l'option latin philosophie. Dans le texte, le tout premier texte analysé et traduit, c'est Proarchia. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce qu'on entend souvent parler, par ceux qui ont fait le latin philo, nous parlent souvent de Proarchia. Est-ce que vous pouvez dire un mot à tous ceux qui ne sont peut-être pas de l'option latin philo, qu'ils sachent exactement de quoi dont il est question? Proarchia poeta. En latin, c'est Proarchia poeta.
qui veut dire pour poète Archias. C'est quoi une question dans les pour Archia Poeta? Dans les pour Archia Poeta, c'est Cicéron qui défend son ancien maître Archias. Nous allons d'abord parler d'Archias. Archias c'était un grand poète grec, qui est né à Antioche. Antioche était la capitale de la Syrie. Ce grand poète avait un talent que tout le monde aimait. Il avait le talent d'improvisateur. Il pouvait improviser un bon poème sur les consulats, sur un événement, sur les mariages. Et grâce à ces talents, les poètes Archias avaient déjà bénéficié plusieurs nationalités dans les différentes nations ou dans les différents pays. En 101, Archias arrive à Rome. Avant son arrivée à Rome, il était déjà connu par les Romains. Il arrive en 101 à Rome sous le consulat de Marius et Catullus. J'ouvre un peu quelques parenthèses là-bas. Consul, c'était un président de la République. Donc, à Rome, celui qui dirige la République était appelé consul. Chez nous, on l'appelle président de la République. À Rome, c'est consul. Donc, Archias arrive à Rome en 101 sous la présidence de Marius et de Catullus. Comme il était déjà célèbre grâce à un talent d'improvisateur, il est hébergé dans la famille du général Lucullus. Lucullus qui était aussi un général très remarquable, un général très fort, un général aussi très célèbre à Rome. Et ce général va recevoir le poète Archias. Il les garde chez lui. Comme le général Lucullus devrait mener une campagne de guerre contre Mithridate. Mithridate qui est un roi du Pont. Ce roi-là s'était révolté contre Rome. Vous savez, comme je viens de le dire, la Rome était la grande puissance. La Rome pouvait venir dominer et les gens commencent maintenant, ils viennent de faire peut-être une nation, sa province, et les gens de cette nation-là commencent maintenant à payer des taxes. C'est comme ça que Mithridate s'était révolté contre les Romains. Les Romains devraient partir combattre contre Mithridate. Cette fois-là, la campagne est menée par le général Lucullus. C'est lui qui a reçu Archias chez lui. Archias était obligé d'accompagner son maître, son protecteur, son protégé dans cette campagne-là. Quand il arrive, l'armée romaine sur terrain, elle est très forte, très forte. Quand l'armée est en train de gagner la guerre, Archias qui avait les talents d'improvisateur, il improvise sur les champs une épopée en l'honneur du général Lucullus et en l'honneur de l'armée romaine. Touché par cette épopée, en rentrant à Rome, le général Lucullus va faire des démarches. Archias va obtenir les droits des cités. Les droits des cités de quelle ville? La ville d'Héraclée. La ville d'Héraclée était une nation, était une cité alliée, cité amie à Rome. Il y a des cités qui acceptaient de payer des taxes et impôts à Rome, pourvu qu'elles soient protégées par la Rome. Entre autres, il y avait la ville d'Héraclée. C'est comme ça que Archias devient citoyen de la ville d'Héraclée, qui était située dans l'Italie du Sud. Là, conformément à la Lex Plautia Papiria, qui a été promulguée en 89. Quelques années plus tard, soit en 65, il y a une autre loi qui est promulguée. C'est la Lex Papia. C'est la première loi à accorder les droits des cités aux habitants des villes romaines ayant réuni 3 conditions: avoir un domicile à Rome, avoir prêté un serment devant un prêteur romain, être d'une cité alliée. La deuxième loi, elle va dire qu'il faut expulser tous les faux citoyens. C'est ainsi que 3 ans après la promulgation de la loi, un certain Gratius va porter plainte contre Archias. Il va dire: cet homme ici, il a usurpé les droits des cités, on doit les chasser. C'est ainsi qu'en 62, Archias, qui devait être expulsé de la Rome, va demander de l'aide à un avocat célèbre qui était Cicéron, de pouvoir
prendre sa défense. Et Cicéron prendra la défense devant un public qui était venu vraiment très nombreux pour suivre les procès, et devant son frère propre, son frère cadet, Quintus Tullius Cicero, et Cicéron va maintenant exposer. Il commence la phrase, il commence son plaidoyer par « Si quid indemni est me ». Il commence maintenant à présenter « Si j'ai quelque peu de talent à moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme que vous voulez chasser. Gardons cet homme ici. » Et au finish, il va gagner le procès. Voilà un peu les résumés sur les poids qu'il y a. En un mot, c'est l'ancien élève défend son maître qui devait être chassé parce qu'il était un sans-papier. Nous sommes vraiment émerveillés parce que ça nous a vraiment plongé dans le bain. Nous sommes imaginé la Rome antique et le procès public qu'il y a dû y avoir. Vous nous avez écrit un livre sur le latin. C'est quoi l'objectif que vous poursuivez? C'est quoi le but en écrivant ce livre que vous mettez sur le marché? D'abord, nous voulons d'abord effacer quelques pensées négatives dans les têtes des gens. Je sais, les tout premiers textes de l'année en première littéraire est intitulé In Schola. Dans ce texte-là, le maître dit à ses élèves « Os moneo lingua latina ardua est », qu'on traduit par « Je vous avertis que la langue latine est difficile ». Nous avons publié cet ouvrage pour contredire cette phrase-là. Nous pouvons dire que « Os moneo lingua latina non ardua est ». La langue latine n'est pas difficile. Et l'objectif poursuivi dans cet ouvrage, c'est de rendre ce latin d'abord facile. Nous ne voulons pas qu'on puisse enregistrer beaucoup d'échecs dans l'option latin philo. Nous voulons déjà doter d'abord d'un ouvrage important à l'élève de l'option latin philo et aux collègues. Voilà un peu. Alors, on entend dire dans la cité, ça et là, que le latin est une langue morte. Alors, la question, ce serait de savoir, c'est quoi votre point de vue par rapport au fait qu'on dise que le latin est une langue morte, et pourquoi avoir écrit sur une langue dite morte? Le latin n'est pas une langue morte. Effaçons d'abord cette conception erronée. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue. Elle mérite l'appellation langue d'analyse, pas langue morte. Il y a beaucoup de langues qui ont existé dans ce monde qui n'ont pas laissé de traces. Nous avons la langue osque, la langue ombrienne. Peut-être quand quelqu'un, on ne l'a pas informé qu'il y a une langue qui existait, qu'on appelait ombrienne, quelqu'un ne connaîtra pas. Mais la langue latine a laissé beaucoup de traces. Grâce à la langue latine, aujourd'hui nous avons les Français. Grâce à cette langue, nous avons les Portugais. Grâce à la langue latine, nous avons la langue italienne, les Roumains, les provençales. Toutes les langues là sont parlées. Alors pourquoi qualifier cette langue de langue morte? Moi je pense que c'est autant appeler la langue d'analyse, l'écriture, pas la langue morte. C'est que la langue morte ne laisse pas de traces, mais la langue latine a laissé des traces. Nous avons écrit sur les latins, nous aimons beaucoup cette langue. Nous aimons beaucoup la langue latine. C'est une langue de l'Église, une langue de l'Église, la langue du droit. Quand vous faites le droit, vous ne pouvez pas vous en sortir sans latin. Quand vous êtes j'ai reçu beaucoup de témoignages de nos élèves qui ont fait les humanités latin philo. Lorsqu'ils sont partis à l'université, que ce soit en médecine, partout, ils viennent nous dire que le latin est présent partout. Pour comprendre certaines origines, il faut recourir à la langue latine. Je me souviens quand j'étais aussi étudiant, dans les cours d'informatique, parfois je pouvais réussir grâce seulement à la langue latine. Les professeurs qui arrivent, dites-nous la différence donnée. Pour lui, il pensait que c'était une question difficile. Il vient avec les BD. Allez, dites-moi la différence entre Internet et Intranet. Quand nos amis qui ont fait les autres options étaient en train de pleurer, mais nous, des littéraires, là, on fait directement recourir en latin. On dit, il y a quel mot latin là-bas? Nous avons inter, qui est une préposition, et intra.
Donc, entre et dans. Ah, directement, j'ai l'idée. Quand quelqu'un voit l'autre lui dit noctambule, mais quelqu'un du littéraire n'a pas le temps d'aller consulter le dictionnaire. Il suffit seulement de voir. Il dit dans noctambule, il y a nox et ambulare. Nox qui veut dire la nuit, ambulare qui signifie marcher, se promener. Alors, parlant d'élèves de littéraire, comprendra directement qu'un noctambule, c'est celui qui se promène la nuit. Donc, la langue latine, c'est la mère de toutes les langues. Alors, M. Michael, on voit très bien que sur la page de couverture, il a indiqué tome 1. Doit-on attendre d'autres tomes qui feront suite à celui-ci ou c'est la fin, il n'y a pas d'autres projets qui vont venir après celui-ci? Nous avons d'autres projets, Les présents tomes, c'est le tome 1. Il prend seulement 3 textes de l'année. Comme je vous ai dit, que nous avons l'année paire et l'année impaire. Il y a le nombre de textes inscrits pour chaque année. Alors, si nous sommes en train déjà d'analyser, de préparer le deuxième tome qui sera sur le marché d'ici là. Donc, le deuxième tome prendra les textes qui ne sont pas analysés dans ces textes. D'ici là, avant septembre ou bien octobre, le deuxième tome sera sur le marché. Celui-là va analyser tous les autres textes qui ne sont pas dans le présent tome. Alors, M. Michael, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Un mot, qu'est-ce que nos amis téléspectateurs, nos amis auditeurs vont retenir du livre que vous avez présenté aujourd'hui? Oui, nous avons résolu un problème qui se faisait sentir sur les marchés. D'abord des raretés des manuels de référence et d'aider moi-même professeur et certains collègues ont été butés à certains problèmes. Vous savez, un texte latin peut contenir, un texte de manière générale peut avoir 50 mots, 1000 mots, ainsi de suite. Alors, par rapport au temps qu'on nous accorde pour analyser les textes, les professeurs on n'arrivait pas parfois à former correctement les enfants. En mettant cet ouvrage sur le marché, nous avons résolu ces problèmes-là. Donc, les collègues peuvent acheter l'ouvrage et ces élèves peuvent acheter aussi cet ouvrage-là. Quand ils ont l'ouvrage, les professeurs seront là pour approfondir. Il sera là pour approfondir certaines notions. Je prends l'exemple, la phrase « Si quid ingeni est inné ». Comment les collègues peuvent procéder? Ils posent la question aux élèves, qui peut délimiter la phrase? Ils délimitent la phrase. Où est la base de cette phrase? Il dit non, c'est est. Alors regardons comment l'auteur a analysé est dans ce passage. Oui, l'auteur a analysé est comme la base de la conditionnelle. À ce moment-là, il va maintenant approfondir. Il dit oui, si l'auteur a analysé est comme base de la conditionnelle, regardez, délimitons d'abord cette phrase-là. Il délimite la phrase. La phrase commence par quoi? Elle commence par si. Il peut approfondir maintenant, dire aux élèves que chaque fois que vous allez rencontrer si, au début de la phrase, la proposition sera conditionnelle, sera appelée conditionnelle. Voilà pourquoi l'auteur a écrit c'est une proposition conditionnelle. Cette fois-là, c'est à la forme affirmative. Maintenant, lorsqu'on est à la forme négative, la subordonnée conditionnelle si sera remplacée par ni si. Donc, c'est un instrument qui va nous permettre, nous tous, vraiment d'aborder les programmes aisément et définir les programmes en douceur, pas dans une précipitation. Merci beaucoup, M. Michael. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs du magazine Un livre, 1000 idées. Vous êtes intéressé par ce livre, n'hésitez pas, il y en a plein d'autres à la librairie Pauline. 6 au numéro 48, l'avenue Lomami. N'hésitez pas, passez voir. Il y a d'ailleurs un autre livre sur les items. Pour ceux qui se préparent pour l'année suivante, n'hésitez pas à passer vous en procurer pour vous permettre de mieux préparer votre examen de fin d'études secondaires. Si vous avez aimé ces magazines, dites merci à la révérende sœur Marie-Justine qui était à la technique. Dites merci également à Monseigneur Adolphe Soloci pour la coordination et la supervision générale. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page YouTube, Un livre, 1000 idées. Partagez au maximum avec vos amis, vos connaissances, pour que le livre, les idées puissent circuler. D'ici là,
Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviendras.